On va passer dans une phase un peu plus concrète avec cette fois la présentation de deux cas d'usage de l'utilisation des données en santé environnement. Et on commence avec Michael Jonin, si vous voulez bien me rejoindre sur la tribune. D'accord. À tout de suite, Emmanuel. Maître conférencier et praticien hospitalier en biostatistique au CHU de Lille. Et vous allez nous parler du projet MRCPE, maladie rénale chronique, profils environnementaux. À vous, Michael. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, en fait, je vais remercier les organisateurs de nous avoir invités à présenter une première étape du projet qui s'appelle MRCPE pour maladie rénale chronique, profils environnementaux. Donc, c'est un projet qui a reçu un financement conjoint l'année dernière et sur lequel nous avons commencé à travailler à partir de septembre 2023. Alors, dans ce projet-là, nous sommes focalisés sur la maladie rénale chronique qui touche environ 10% de la population mondiale et plus spécifiquement à son principal risque évolutif qui est l'insuffisance rénale chronique terminale. Alors, ce risque évolutif nécessite des traitements de suppléance, que ce soit par dialyse ou soit par transplantation rénale et un fort coût médico-économique. Alors, dans la littérature, en fait, les principaux facteurs de risque de cette pathologie sont l'hypertension artérielle et le diabète, qui causent environ 50% de l'incidence de cette pathologie. Mais néanmoins, ce qu'on a observé, c'est que certains travaux dans la littérature ont mis en évidence une des répartitions spatiales particulièrement hétérogènes de l'incidence d'IRCT, et ce qui nous a conduit à émettre certaines hypothèses de potentiels facteurs de risque environnementaux. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons conduit et nous continuons de conduire ce projet qui vise à évaluer l'association entre le profil environnemental des territoires et l'incidence d'insuffisance rénale chronique terminale, et ce à l'échelle nationale. Donc je vais aller très vite sur l'organisation un petit peu de ce projet, hein, une organisation somme toute assez classique. 3 work packages, un premier work package qui est très axé épidémiologie spatiale, donc qui vise à évaluer la distribution spatio-temporelle de l'incidence IRCT. Un deuxième work package relativement ambitieux qui vise à construire des profils environnementaux de territoire à partir de la réutilisation de nombreuses bases de données environnementales. Et un troisième work package qui vise à répondre à l'objectif principal de l'étude, d'évaluer l'association entre ces profils environnementaux créés et l'incidence d'IRCT. Alors, je crois qu'il manque certaines choses. J'avais rajouté des choses sur les slides, mais c'est pas grave. Bon, c'est la joie du direct. C'est pas grave. Donc, juste quelques points d'innovation sur ce projet. C'est qu'on a réellement une approche multi-exposition parce que, à la vue de la littérature, on a beaucoup d'études qui s'intéressent à une exposition en particulier, donc des polluants bien en particulier. Et donc, c'est une approche très en silo, finalement, des expositions environnementales, alors que nous, on a une approche qui est vraiment très axée multi-exposition. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette présentation. Deuxième point innovant de cette étude, c'est, vous l'aurez compris, c'est une analyse spatiale, spatio-temporelle. On dispose d'une granularité spatiale qui est particulièrement fine et sur un territoire national, et ce qui vient un petit peu changer par rapport aux résultats dans la littérature, parce qu'on observe tantôt des analyses spatiales avec une maille très fine, mais sur des territoires extrêmement restreints, ce qui fait que ça conduit à la minimisation de la validité externe en fait, des résultats des études, ou à l'inverse, des études qui portent sur des territoires nationaux, mais à des mailles géographiques particulièrement grossières, comme le département. Et dans ce type d'études, on augmente drastiquement le risque d'un biais écologique. Alors, on a aussi la chance, et je vais vous en parler un petit peu plus tard, dans ce projet, de pouvoir ajuster sur des facteurs de risque connus. J'en parlais sur les deux principaux, mais on peut aller un petit peu plus loin, notamment au travers de la mobilisation de données à la fois sanitaires, mais également environnementales et également socio-économiques. Et la dernière innovation de ce projet, c'est d'évaluer en fait des effets directs et indirects de l'environnement sur l'incidence par des analyses de médiation. Bon, je ne reviendrai pas sur ce détail, c'est encore en cours.
Alors, c'est un projet qui est porté par l'Université de Lille et qui regroupe 3 équipes différentes. Une première équipe Matrix dont je fais partie, qui est vraiment sur les aspects méthodologiques, statistiques et épidémiologie spatiale. Une équipe qui est le laboratoire de génie civil et géo-environnement, où là, il y a une forte expertise sur l'expologie, les inégalités territoriales. Et une troisième équipe, Université de Lille et INSERM, spécialisée en épidémiologie environnementale et aussi sur les registres de maladies chroniques et notamment sur les néphropathies. Alors, oula, ça c'est aussi les joies du direct. On va peut-être avancer. Désolé. Ok, Oui. c'est pas grave. Il y aura pas de surprise, donc c'est pas grave. Alors, juste pour vous montrer quelques résultats, en fait, on a bien avancé déjà sur le Work Package 1, donc on a évalué vraiment la distribution spatio-temporelle d'IRCT. On s'est basé sur le registre RHIN, qui est un registre national qui collecte tous les cas incidents de maladies rénales et notamment d'IRCT. Il y a eu, mine de rien, et Emmanuel Bacry en parlait tout à l'heure, en fait, un véritable challenge, en fait, même simplement d'interopérabilité. Parce que vous allez voir que finalement, un registre, c'est très bien. On dispose de la commune de résidence des patients au moment de l'incidence. Mais il y a quand même déjà un travail d'interopérabilité, et notamment d'interopérabilité spatiale, simplement en fait pour pouvoir produire une incidence à l'échelle de la commune sur toute la période de temps, donc c'est-à-dire de 2009 à 2021, c'est la période sur laquelle porte l'étude. Et ça, mine de rien, en fait, juste le problème de changement de géographie d'une année à l'autre, en fait, peut conduire à déjà un travail sur l'interopérabilité spatiale. Alors, on dispose d'une puissance statistique assez intéressante avec environ 130 000 cas. Et ça nous a permis, après ce travail d'interopérabilité, de construire des incidences communales annuelles et standardisées, donc standardisées sur l'âge et le sexe des individus. Et on a appliqué des méthodes statistiques adéquates pour pouvoir en fait lisser de manière temporelle, spatiale et spatio-temporelle en fait ces incidences. Alors, ça nous donne des résultats en termes d'évolution temporelle qui viennent corroborer en fait les chiffres issus du registre national RHIN. Mais ce qui est vraiment intéressant, alors excusez-moi pour les transitions, je vais passer un petit peu plus. Voilà les premiers résultats que nous avons en fait. Là, vous observez en fait la distribution spatiale d'IRCT, donc de l'incidence d'IRCT sur la période de temps étudiée. Alors, quelques clés de compréhension en fait, de cette carte-là. Les couleurs chaudes représentent des zones de surincidence, les couleurs froides représentent des zones de sous-incidence. Et les zones qui sont relativement grises présentent des incidences relativement moyennes. Alors, la première chose qu'on peut identifier, c'est qu'on a clairement une hétérogénéité spatiale de l'incidence d'IRCT en France, avec le quart nord-est de la France qui est quand même particulièrement marqué par une surincidence. Vous avez également en fait la région lyonnaise, le Bordelais, mais également le sud de la France. Alors, on est là, je vous présente juste une analyse spatiale. On avait des données qui étaient vraiment spatio-temporelles et on s'est intéressé à est-ce que cette répartition spatiale pouvait avoir une cinétique temporelle. Donc, au-delà de cette expression un petit peu barbare, c'est simplement est-ce que cette distribution spatiale que vous observez évolue dans le temps. Et on n'a pas mis en évidence de structure spatio-temporelle particulière. Par conséquent, en fait, on a une distribution spatiale qui est relativement stable sur la période de temps étudiée. Alors, la cartographie que je viens de vous montrer, c'est une cartographie qui est absolument pas ajustée sur les principaux facteurs de risque. Et là, on peut vite tomber dans un piège en se disant, oh là, il y a une très forte hétérogénéité spatiale, mais finalement, on peut tomber dans le cadre de facteurs de confusion de l'incidence qu'on n'aurait pas pris en compte au regard de ce type de cartographie. Alors, c'est la raison pour laquelle, eh bien, on a beaucoup travaillé sur différentes sources de données pour pouvoir cartographier différents facteurs de risque connus de l'IRCT. On a eu un soutien assez fort du HDH pour pouvoir extraire à partir du SNDS eh bien, les prévalences de diabète à l'échelle communale et de manière annuelle, mais également d'hypertension artérielle. On a travaillé également avec nos collègues à Caen qui nous ont fourni un indicateur de défaveur sociale qui s'appelle le French EDI, qui est un score de défaveur sociale qui est mesuré initialement à l'échelle de l'IRIS, mais qu'on a pu, avec leur collaboration, agréger à l'échelle communale.
Donc pour apprécier et donner un bon proxy en fait finalement de la précarité et du statut socio-économique en fait des individus. On a travaillé aussi sur l'offre de soins parce que le registre rein était un registre initialement de traitement. Donc on avait un petit peu peur qu'en faisant une cartographie de ce type-là, simplement de l'incidence, bah, qu'on reflète en fait des disparités d'offres de soins finalement. Plus vous avez d'offres de soins, plus vous avez tendance à avoir de l'incidence, mais finalement c'est pas une réelle surincidence, c'est quelque chose qui est confondu. Donc on a passé un petit peu de temps pour géolocaliser tous les centres de dialyse en France, année par année, sur toute la zone d'étude. Et on a retravaillé un indicateur qui permet d'avoir une idée de la densité d'offres de soins, parce qu'on a travaillé sur le nombre de centres de dialyse à moins de 30 minutes de route. Donc on a travaillé un petit peu là-dessus. Et le dernier facteur de risque qui est assez récent, qui est connu dans la littérature, eh bien, c'est l'exposition à la pollution de l'air et notamment aux concentrations en PM2,5. Donc là, il y a une étude américaine qui est sortie il y a très peu de temps. Et on s'est dit que ça allait être plutôt intéressant de pouvoir utiliser des données à notre disposition, et notamment avec une collaboration avec l'INERIS, pour prendre en compte et calculer un indicateur d'exposition à la pollution d'air, qui sont simplement les concentrations en PM2,5, sur l'ensemble de la période annualisée, mais sur l'ensemble de la période d'étude. Alors ça, mine de rien, sur ces différentes flèches, en fait, il y a eu un énorme travail aussi d'interopérabilité spatiale et spatio-temporelle, parce que chacune des sources de données présente en fait des supports spatiaux complètement différents. On va avoir les données de pollution sous forme de raster, on va avoir l'offre de soins, ce sont des données géolocalisées et donc des données ponctuelles d'un point de vue spatial. Donc là, il faut aller travailler sur ce type de données. Le French EDI, ce sont des données agrégées à l'échelle des iris. Et ensuite, les données issues du SNDS, là, on avait spécifiquement demandé de les avoir, dans la mesure du possible, à l'échelle communale. Donc il y a eu un gros travail d'interopérabilité spatiale pour simplement agréger ces données à l'échelle communale et année par année. Alors, ça nous a permis de réaliser un certain nombre de cartographies. Donc là, toutes les cartographies que je vais vous présenter sont à l'échelle communale et sont moyennées sur l'ensemble de la période de temps. Donc des cartographies de la prévalence du diabète, de l'hypertension artérielle. Donc ça, c'est un bon exemple de visualisation spatiale des données issues du SNDS. La défaveur sociale, également l'accès aux soins en termes de dialyse, et également la pollution de l'air. Donc là, c'est les concentrations en PM2,5 qui sont moyennées sur la période de temps. Ça a peut-être des cartes que vous avez déjà vues par le passé, évidemment. Alors, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on s'est dit, on va prendre en compte ces différents facteurs de risque et on va évaluer un petit peu leur association avec les variations spatiales d'IRCT. Et en fait, on a des résultats qui fonctionnent plutôt bien parce qu'on vient corroborer la littérature dans le sens où l'ensemble des facteurs qu'on a pris en compte dans des méthodes, je ne vais pas rentrer dans les aspects méthodologiques, mais ce qu'on appelle les régressions écologiques spatio-temporelles, eh bien, nous ont permis de montrer que ces différents facteurs étaient bien des facteurs de risque. Et ce qui est plus intéressant comme résultat, au-delà en fait des tailles d'effets qui sont très comparables avec la littérature, eh bien, c'est que l'ensemble de ces facteurs explique environ 50% de la variabilité spatiale de l'IRCT sur le territoire national. Alors ça, c'est intéressant et vous allez le voir dans ces deux cartographies. À gauche, je vous montre une cartographie qui est ajustée, qui est non ajustée, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, et à droite, une cartographie qui est déjà ajustée sur l'ensemble de ces facteurs. Alors, on voit que la répartition spatiale est relativement atténuée, mais pourtant il persiste une hétérogénéité spatiale, et ça, c'est pas du tout étonnant parce que bien on a expliqué que 50% de la variabilité spatiale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, bien, quid des 50% de variabilité spatiale restante. Et là, bien, ça vient corroborer un petit peu notre objectif numéro 2, qui est d'évaluer en fait l'impact de l'environnement. On se dit qu'il reste une hétérogénéité spatiale, donc peut-être que l'environnement peut l'expliquer. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais vous expliciter brièvement un work package, le deuxième work package qui est encore en cours. Là, on est encore en train de travailler là-dessus, qui vise à construire des profils environnementaux de territoire par une approche vraiment multi-exposition.
Il y a un gros travail, notamment de nos collègues environnementalistes dans le projet et en forte collaboration avec le GD Forels, sur le fait de travailler sur l'identification et la sélection d'un certain nombre de bases de données, là, 128 bases de données identifiées initialement, sur l'occupation des sols, les sources d'émissions, les pratiques agricoles, la naturalité, pollution de l'air, de l'eau, des sols. Et on avait posé un certain nombre de facteurs d'inclusion pour pouvoir sélectionner parmi ces 128 bases un nombre plus restreint qui pouvait correspondre aux objectifs du projet et notamment à la création des profils environnementaux. Donc on a retenu 28 bases de données, mais sauf que je dois vous préciser que ces bases de données, je pense que vous le connaissez, je prêche des convertis, eh bien ce sont des données particulièrement brutes et qui ne sont pas forcément exploitables en l'état pour conduire des études épidémiologiques. Donc il y a le vrai gros boulot dans ce projet, et notamment dans ce work package, eh bien, c'est de passer des données brutes à des indicateurs d'exposition environnementale, soit des indicateurs d'exposition ou soit des indicateurs de contamination des milieux. Et donc là, il y a un réel travail avec une forte expertise environnementale pour qu'on puisse à la fois calculer ces indicateurs, les spatialiser, les calculer et les valider, pour pouvoir par la suite utiliser ces données transformées pour construire des profils environnementaux des territoires. Donc c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler. On a les prochaines étapes, c'est de finaliser le Work Package 2, construire ces profils environnementaux et surtout les valider d'un point de vue scientifique. Donc là, il y a encore un petit peu de travail. Et dernière étape, c'est de répondre aux objectifs du projet pour évaluer si elle existe une association entre ces profils environnementaux et l'incidence d'IRCT. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Michael. Peut-être une toute petite question, si je peux me permettre. C'est quoi l'échéance pour la partie 2 du projet ? Septembre. Septembre, très bien. Donc on aura l'occasion d'en reparler prochainement. On va avoir un bel été. C'est une forme de modèle bêta qui pourra s'appliquer à d'autres pathologies chroniques. Est-ce que c'est innovant sur le plan méthodologique, si je comprends bien ? On pense forcément à tous ces territoires où il y a encore des mystères de non-explicitation sur certains cas de malformation ou de cancers rares, pour lequel, pour l'instant, il n'y a pas de preuves scientifiques établies. Donc, est-ce que vous pensez que vous construisez une matrice ? Absolument. C'est un des caractères innovants aussi du projet. C'est que on a une forte transposabilité du projet d'un point de vue méthodologique, mais également sur les résultats qu'on va fournir en termes de profils environnementaux, parce qu'on s'inscrit en fait dans une démarche d'open science et les profils environnementaux seront mis à disposition de la communauté. D'accord. Michael, si vous voulez bien rester avec nous, parce qu'on aura une séance de questions-réponses après l'intervention suivante, si vous voulez bien vous mettre là-bas. À présent, là, du coup, je reprends ça. Et j'appelle Sylvie Kermabon, directrice de projet du groupe Vive, qui, je rappelle, est le premier acteur mutualiste en France, il faut le rappeler. Et vous allez nous parler donc du jumeau numérique, état de santé d'un territoire. Tout à fait. Merci, bonjour. Je remercie aussi les organisateurs pour cette invitation. Je vais vous présenter. Excusez-moi, peut-être un tout petit peu plus près. Ouais. Alors, attendez, ou alors voilà. Je vais un peu le caler. Je vais vous présenter un projet que nous avons réalisé avec la région Normandie et le Health Data Hub sur les allergies au pollen en tenant compte des bassins de vie de la population. Alors, 12 millions de personnes souffrent d'allergies au pollen. Ce sont les dernières estimations avec leur forme de rhinite allergique. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des allergies au pollen dans la salle, mais statistiquement, il devrait y en avoir. Et une personne sur deux pourrait souffrir d'allergie au pollen d'ici 2050. Donc l'allergie au pollen est concrétisée par deux formes principales au niveau médical, la rhinite allergique et l'asthme allergique. C'est une maladie qui peut évoluer, c'est-à-dire que la rhinite allergique peut évoluer vers de l'asthme allergique. Et toutes les études sur la prévalence de la rhinite allergique recommandent justement d'aller un peu plus loin dans les études en regardant les bassins de vie des populations et surtout des territoires, parce que cela permet, en allant plus loin, d'avoir de
de pouvoir répondre, au moins d'essayer de répondre à de nouvelles questions. Est-ce que les milieux urbains sont plus concernés que des milieux agricoles? Dans notre cas, pour la Normandie, c'est est-ce que les bords de côte étaient plus concernés que les intérieurs de terre, etc., etc. Donc la première étape, alors je me retrouve beaucoup dans tout ce qui a déjà été dit. La première étape a été de définir un périmètre pour le projet. Donc la région Normandie, puisque c'était l'objectif de travailler sur cette et avec cette région. Une profondeur d'historique de données qui a été retenue sur 8 ans parce que nous avons dû écarter 2020 et 2021 qui étaient des atypies de données au niveau de la rhinite allergique. Donc on devait faire 10 ans et malheureusement on n'a pu faire que 8 ans. Après, tout le travail d'interopérabilité qui a été déjà dit à plusieurs reprises était nécessaire aussi pour pouvoir croiser des données santé-environnement assez différentes dans le cas présent. Et surtout, ce que nous voulions, c'est avoir deux choses. La capacité de faire des simulations avec les prévisions du GIEC pour la région Normandie. Et un deuxième autre objectif, c'était aussi d'avoir quelque chose de simple et dynamique dans la présentation des résultats. D'où cette approche par jumeaux numériques. Alors, 4 étapes pour réaliser notre cahier des charges avec le Health Data Hub. Et là, je tiens à remercier le professeur Jean Bousquet, qui est pneumologue au CHU de Montpellier, qui nous a beaucoup aidés pour définir la meilleure méthode d'identification de la pathologie rhinite allergique dans les bases de données de santé, parce que ça a été notre premier défi. Ce qu'il nous a recommandé, c'est l'approche par les bases du médicament, c'est-à-dire de regarder les personnes qui ont une prescription liée à la rhinite allergique. Ensuite, faire la liste des prescriptions qui étaient pertinentes sur la rhinite allergique pour pouvoir identifier dans les bases de données les personnes concernées. Alors, il y avait quand même une hypothèse qui a été posée avec le professeur Bousquet, c'est que il y a des personnes qui ont des prescriptions rhinite allergiques, mais qui ne sont pas forcément allergiques au pollen. Donc, ce qu'il nous a dit, c'est que ces données, ce volume de prescription sur la période que nous allions étudier était relativement stable. Et donc, on pouvait s'en affranchir, vu que ce que nous voulions, c'était surtout du tendanciel. Ensuite, il a fallu aussi choisir une maille géographique. Là, nous, la maille géographique au niveau des données de santé a été la commune. Et la règle qui a été retenue aussi pour la sélection des personnes, c'est avoir été au moins une fois consommant d'un médicament lié à la rhinite allergique. Donc, en termes de méthodologie, tout avait été posé. Donc, si vous connaissez, si vous êtes familier avec la base du médicament, c'est des classes ATC. Donc, il fallait sélectionner les classes ATC les plus pertinentes. Ce que nous avons fait grâce au professeur Bousquet, nous avons établi une liste et ensuite, on a sélectionné les classes les plus pertinentes. Et en parallèle de ça, on a aussi travaillé donc au sourcing qui était présenté précédemment. Nous, notre partenaire, c'était le RNSA, le Réseau national de surveillance aérobiologique et expert en pollen, qui nous a apporté cette compétence environnementale. Donc, l'historique des données du RNSA sur 8 ans sur la région Normandie pour tous les épisodes polliniques. Et tout ce qui était ensuite description botanique. L'IGN nous a beaucoup aidés et je veux les remercier parce qu'ils ont été très à l'écoute, ils nous ont donné plein de bonnes idées, donc merci à l'IGN. Et on a aussi regardé tout ce qui était donné sur l'agriculture,
toutes les cultures sur les 8 ans de la région Normandie. Donc après, d'un point de vue architecture, j'ai fait simple pour vous présenter. Donc 3 parties. Une partie qui est sur le sourcing des données. Ensuite, une partie où là, nous avons eu aussi à faire un gros travail de mise en qualité de données, parce qu'il fallait pouvoir trouver à un moment cette capacité de croisement des données entre de la donnée de santé et de la donnée géographique. Donc on a dû faire des modèles, par exemple, on a dû faire des modèles de dispersion au niveau des pollens pour pouvoir bien appliquer les données du RNSA à l'ensemble du territoire normand. Et ensuite, une fois les résultats calculés avec nos algorithmes, une mise en API pour pouvoir les exposer dans notre jumeau numérique démonstrateur en 3 parties. Une première partie qui est en 2D, qui donne une description sur le temps des épisodes polliniques. Une deuxième partie qui, là, est plus en 3D, qui permet d'avoir beaucoup de critères pour pouvoir avoir des représentations. Et une dernière partie qui est la console de simulation, où là, on peut jouer des scénarios du GIEC avec des estimations. Alors voilà comment ça se présente un petit peu plus détaillé. Ce qui est important pour nous, c'est sur le top 5 des pollens présents à un instant T, qui est une bonne information. Alors on a à chaque fois mis les top 5 ou les top 3 des pollens qui étaient présents sur zone au moment où il y a par exemple un pic de malades, qui est une information qui peut être utile aussi, soit pour informer les populations, soit pour mieux comprendre les mécanismes sur la région. Et là, j'ai une petite vidéo qui va vous présenter en synthèse le fonctionnement du démonstrateur. Et nous avons travaillé aussi pour une cible grand public. Donc, tout est public. Tous nos travaux sont publics. Donc, si vous les souhaitez, si vous les voulez, nous pouvons les donner. Donc, c'est un fonctionnement autoporteur qu'avec des logiciels open source. Donc, il n'y a pas de licence, il n'y a rien à payer. Et donc là, on voit avec la barre de temps le niveau de pollinique sur chaque département. Et on peut sélectionner les pollens. Il y en a 19 qui sont présents. On a aussi la maille communale. Et après, on peut passer donc en 3D pour avoir à chaque fois aussi un certain nombre de critères que l'on peut cocher, décocher avec tout ce qui est incidence climatique, pollinique, nombre de malades. Et on avait fait des catégories hommes-femmes et majeurs-mineurs. Et donc là, après, on a le détail par commune. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir le niveau du voile à chaque fois qui se dessine avec tous les pics et les top 3 de pollen qui sont disponibles au fil du temps. Donc tout ça permet de définir un modèle qui ensuite nous permet de faire des simulations et des calculs. Là, il y a eu tout un travail sur l'impact du vent sur la région Normandie, sur la dispersion pollinique. Donc ça, c'est un travail d'un doctorant du RNSA qui l'a fait. On a fait aussi une cartographie des allergologues sur la région Normandie, parce qu'elle n'existait pas. Et là, on a donc des scénarios possibles sur 3 villes, Caen, Rouen et Cherbourg, à partir des données du GIEC, de pouvoir justement voir les impacts. Alors, c'est très sommaire, hein, c'est pour une volonté de démonstration. Et évidemment, l'idéal dans ce type de représentation, c'est d'avoir des paramètres sur lesquels on peut jouer pour justement faire baisser le nombre de malades. Alors, nous, on a pris le paramètre le plus simple. Est-ce que si on coupe tous les arbres, ça sera mieux? Ce n'est pas l'idée, hein, mais ça permettait quand même... Ça peut susciter un débat. Ça peut susciter un débat. Bon, en tout cas, ce n'était pas notre volonté, mais c'est pour montrer qu'avec justement, en jouant sur les paramètres, on pouvait faire aussi jouer un certain nombre de
de caractère comme le nombre de personnes qui souffrent de cette pathologie. Alors, 3 constats pour nous à l'issue de tout ce travail. C'est que les épisodes polliniques sont beaucoup plus courts, mais beaucoup plus intenses. Alors, pour les personnes qui sont allergiques, la bonne nouvelle, c'est plus court, plus intense. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais en tout cas, c'est une forte tendance. Et nous, on le voit même sur 8 ans. Donc, c'est quelque chose qui est un changement. Mais on le voit tous, les changements de température sont relativement brusques aujourd'hui. Et évidemment, ça peut conduire rapidement à des pics polliniques. Ensuite, avant, nous, on travaille avec le RNSA depuis plusieurs années sur la prévention santé pour les personnes allergiques. Et avant, entre novembre et février, on va dire, l'API avec qu'ils nous fournissent, il n'y avait pas de données. C'était une période sans données. Et désormais, on a des données tout le long de l'année. C'est-à-dire que même en décembre, il y a des données qui circulent dans l'API parce qu'il y a des pollens. Il y a eu un épisode pollinique important dans le sud-est avec le LIF, justement l'année dernière, parce qu'il a fait chaud dans la région et qu'il y a eu un épisode pollinique au mois de décembre. Et le rôle des vents, alors ça c'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé par le RNSA et très important. Pour notre cas de la région Normandie, on pensait que c'était les vents dominants qui étaient très importants dans les épisodes polliniques. Eh bien pas du tout. Ce sont les vents secondaires. Alors, en Normandie, les vents secondaires sont des vents de sud-ouest. Et on a constaté qu'il y avait systématiquement des vents de sud-ouest sur chaque épisode pollinique, ce qui n'était pas le cas des vents dominants. Donc, ces résultats sont utiles pour améliorer les modèles pour informer les citoyens et les alertes. Ils peuvent être utiles aussi pour les professionnels de santé pour mieux connaître sur son territoire le top 5, top 3 des pollens présents, et aussi pour les villes, pour l'aménagement du territoire, par exemple pour les espaces verts, pour moins planter d'espaces qui sont allergisantes. Je recommande d'ailleurs le guide végétationenville.org qui a été fait avec le RNSA, qui vous donne des équivalences d'arbres allergiques, pas allergiques. Donc ça permet de garder quand même le paysage et donc de ne pas couper les arbres, mais d'avoir des versions moins allergisantes quand on fait des plantations. Et donc, on a pu montrer, malgré les difficultés, mais il y a quand même beaucoup d'obstacles pour ce croisement de données santé-environnement. On peut présenter les résultats sous une forme simple et dynamique qui est du coup grand public. Et nous, ce qui était important, c'était d'avoir aussi ces capacités de simulation avec les scénarios du GIEC. Merci beaucoup Sylvie. Si vous voulez bien vous. rejoindre Mickaël, Oui. on va se faire 6-7 minutes de questions. Si vous voulez bien, j'ai... Oui, merci, la petite zapette. Si vous voulez bien, j'ai peut-être une question à vous poser pour initier un petit peu le champ. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'un assureur mutualiste s'engage sur ces travaux ? Et deuxièmement, comment est-ce que ça peut, selon vous, éclairer les décisions publiques et ou les décisions individuelles ? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, une granularité plus fine des alertes au pollen qui serait accompagnée de gestes de protection conseillés aux habitants de la zone en question? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? Il faut pousser le bouton. Ouais. Oui, c'est bon. Parlez plus près. Alors pourquoi un assureur mutualiste va sur ce type de sujet? Alors vous venez de le passer, mais il y avait un outil qui a été fait avec le RNSA justement